Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme tous les 2 mois, pour une vidéo book haul et on va s'intéresser à tous ces livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert en janvier et en février. Et comme très souvent, je vous tourne cette vidéo en compagnie de Rubichou, qui me surveille, qui me regarde d'un œil assassin parce que elle était calée sur mes jambes et j'ai dû l'abandonner pour filmer cette vidéo. Et je vous avoue qu'on a du pain sur la planche parce que, alors autant en février j'ai été relativement sage, entre guillemets, parce que il y a quand même un peu d'abus. En janvier par contre ça a été n'importe quoi. J'ai 14 titres à vous présenter, ne serait-ce que sur le mois de janvier. Mais heureusement, j'en ai déjà lu certains. D'ailleurs, si vous n'avez pas l'habitude des vidéos book haul sur ma chaîne, restez jusqu'à la fin puisque je vais vous demander de voter. Sur chaque vidéo book haul, je demande à la communauté de voter pour un des titres que je n'ai pas encore lu, que je puisse le lire en priorité pour vous en faire une critique, un petit retour, un avis lecture finalement. Donc ce sera à vous de choisir celui que je vais lire en priorité. Et là franchement, on peut dire que vous avez le choix. Bref, on va se lancer sans plus tarder. En janvier, comme je vous ai dit, j'ai acquis 14 titres, il y en a donc certains que j'ai déjà lus, certains que j'ai lus en janvier et certains que j'ai lus en février, et même certains que j'ai lus début mars puisque je vous tourne cette vidéo un peu tard, on est le 14 mars. Oui, je tourne cette vidéo la veille de sa sortie. Bref, on démarre avec un titre que j'ai acheté sur ma Kobo et que j'ai acheté en anglais puisque c'était la première lecture du Reese's Book Club. En 2025, j'essaye de lire tous les titres de ce book club tenu par l'actrice Reese Witherspoon. Bref, vous avez compris. Et la lecture du mois de janvier, c'était The Three Lives of Kate Kay, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup apprécié et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des lectures du mois de janvier justement. Et comme le titre l'indique, on va suivre notre personnage principal qui est Kate Kay, mais qui n'est pas Kate Kay, puisque ce nom-là, c'est un nom qu'elle a inventé et derrière lequel elle se cache. Et le livre, c'est un petit peu l'histoire de cette femme. Pourquoi elle a pris ce nom d'emprunt, pourquoi elle se cache. C'était une formidable histoire d'amour et d'amitié, et c'est aussi très accessible à lire en anglais, donc si vous avez un petit doute et que vous voulez vous lancer, allez-y. J'ai ensuite trouvé en occasion, pour vraiment pas grand chose, Le Pays sans lune de Simon Jiménez, qui faisait partie de ma pile à lire ultime de 2025, et qui faisait aussi partie des meilleures lectures de mes booktubeuses préférées en 2024. Et celui-ci aussi, je l'ai lu, j'en ai fait un vlog et je vous ai aussi fait un retour sur mes lectures de janvier. Et c'est malheureusement un DNF. Il y a toujours mon marque-page au milieu pour si jamais un jour je vais le reprendre, mais il y a peu d'espoir. C'est un roman de fantasy épique avec une forte inspiration asiatique, j'ai trouvé. Mais je suis jamais vraiment rentrée dans l'histoire et le style d'écriture, ce double style de narration m'a complètement perdue et j'étais vraiment pas intéressée par l'intrigue, donc j'ai préféré l'arrêter. On revient sur du format numérique puisque j'ai trouvé pour vraiment pas grand chose sur ma Kobo Cadavre exquis d'Agustina Basterica, et là aussi c'est un titre que déjà je voulais lire depuis un petit moment, qui était dans mon radar, pas forcément dans ma wishlist, mais j'ai gardé un petit peu les yeux dessus, mais dans sa version originale, Tender is the Flesh, parce que je ne savais pas qu'il était traduit en français, et là aussi je l'ai acheté, je l'ai ajouté à ma pile à lire officiellement, parce qu'il faisait partie des meilleures lectures de Booktube, et je vous en ai pas encore parlé, mais je l'ai déjà lu. Ici c'est un titre assez court qui fait environ 300 pages et on part sur de la dystopie, on est dans notre monde, dans un futur plus ou moins proche, il y a eu une grande guerre bactériologique, et à l'issue de cette guerre, les êtres humains ne peuvent plus consommer de viande animale. Donc ils se tournent vers l'élevage et la consommation de viande humaine. Et figurez-vous que j'ai lu ce titre il y a quelques jours seulement. Je vous en parle dans un vlog qui sort la semaine prochaine. Ce sera le 2e épisode des meilleures lectures de Booktube. Donc pour ces 3 premiers titres, je les ai déjà lus, vous ne pourrez pas voter pour cela. Mais après arrive la catastrophe. Petite précision parce que je me rends compte que maintenant, mais la plupart des titres que j'ai achetés au mois de janvier, je crois que c'est pas forcément le cas sur février, c'est surtout sur le mois de janvier. La plupart de ces titres, ce sont des titres que vous allez retrouver dans des épisodes du Best of Booktube de 2024. Donc je vais vous les présenter et si c'est l'un d'entre eux qui sort vainqueur des votes, je pense que ce sera le vlog qui sortira en priorité sur le mois d'avril du coup. Ou mai, je sais pas encore. Bref, le prochain titre que je vais vous présenter, j'ai eu un petit peu de mal à le trouver parce que je le voulais en hardcover. D'ailleurs, maintenant que je précise ça, je me rends compte que c'est parce que le paperback n'était pas encore disponible. Je crois qu'il sort courant de cet été. C'est The Wedding People de Alison S. Pack. Et celui-ci, je voulais déjà le lire, mais il s'est retrouvé dans les meilleures lectures de mes booktubeuses préférées, donc priorité maintenant. Et c'est donc un titre en anglais. Je sais juste que dans celui-ci, on va suivre notre personnage principal qui a réservé un week-end, je crois, ou une semaine, dans un hôtel avec pour projet de se
Sauf que le reste de l'hôtel a été privatisé pour un mariage et donc forcément la mariée, quand elle apprend le projet de notre personnage principal, elle est absolument pas d'accord et elle va tout faire pour l'éviter. Apparemment, malgré le sujet abordé, ça reste assez drôle. J'ai assez hâte de voir ça. Ensuite, j'ai enfin acquis le 4e et dernier tome du livre des Terres Bannies écrit par John Gwynne, c'est donc Fureur. J'ai les 3 tomes de ce côté-ci déjà, que j'ai déjà lus, et il me manque le 4e et dernier tome de cette série pour pouvoir terminer cette série justement. J'ai très envie de le lire et maintenant que je l'ai entre les mains, je me dis que j'ai pas forcément envie d'arriver à la fin de l'histoire et de quitter les personnages, mais en même temps avec ce qui s'est passé sur la fin du tome 3, j'ai hâte de savoir ce qui va devenir des personnages et de l'histoire et du monde. Bref, si vous ne connaissez pas encore le livre des Terres Bannies, c'est très certainement que vous êtes assez récemment arrivé sur la chaîne parce que j'en parle quand même assez régulièrement. C'est une série de fantasy épique où on suit une multitude de personnages, il y a vraiment énormément de points de vue différents, dans des lieux différents et avec des sous-intrigues différentes, qui forcément sont liées à l'intrigue principale où on oppose tout simplement le bien et le mal à travers 2 avatars. L'avatar du bien qui est incarné par Corban et l'avatar du mal qui est incarné par un autre personnage que je vous laisse découvrir avec le 1er tome. J'ai eu un peu de mal à mettre la main dessus puisqu'initialement j'avais prévu de la voir au pied du sapin tout simplement, mais en fait je l'avais pas. Personne ne me l'a offert et donc j'avais prévu que si je ne l'avais pas à Noël, je me ruais le 26 décembre en librairie pour l'acheter. Sauf qu'entre temps, il y a eu une rupture de stock. Et ça a pris quand même quelques jours, quelques semaines avant qu'on relance une réimpression. Donc je l'ai acquis mi-fin janvier et j'ai toujours pas eu le temps de me mettre dessus. J'ai bon espoir de le lire en mars, puisqu'avec le Music and Books Challenge, le but c'est de lire des pavés au mois de mars. Donc je pourrais le sortir de ma pile à lire, mais comme il y en a d'autres qui me tentent aussi, que je vais vous présenter un petit peu plus tard, je sais pas trop. Et comme j'avais peur d'avoir énormément de mal de mettre la main sur ce titre, je l'ai carrément commandé sur internet pour aller ensuite le récupérer en librairie et j'en ai profité pour acheter aussi d'autres titres que j'ai un petit peu plus de mal à trouver parce qu'ils sont sortis il y a assez longtemps. Donc j'ai profité de ma commande internet avec celui-ci pour en glisser 2 autres. Et le premier, c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann et celui-ci aussi, je l'ai déjà lu. Et il fait aussi partie de la vidéo vlog qui sortira la semaine prochaine, le 2e épisode du Best of Booktube. Et le 3e titre que j'ai pris dans cette commande, c'est enfin Warbreaker de Brandon Sanderson. Je dis enfin parce que j'ai envie de le découvrir depuis un petit moment et je l'ai carrément glissé dans ma pile à lire ultime de 2025, sauf qu'il n'est pas disponible à la médiathèque, donc il fallait que je mette la main dessus. Et je me suis dit que bon, il était temps, il fallait que je l'achète. C'est un gros pavé, il fait presque 1000 pages, je crois qu'il en fait plus de 950. Donc c'est assez intimidant, mais en même temps j'ai très hâte de me faire enfin une opinion sur le potentiel de Brandon Sanderson, parce que c'est un auteur que je ne connais que très peu. J'ai uniquement lu 13 de la mer Émeraude et Manuel de survie dans l'Angleterre médiévale, Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale, qui sont 2 de ces 4 projets secrets qui sont sortis l'année dernière ou l'année d'avant, 2022 ou 2023, j'ai un doute maintenant. Bref, dans tous les cas, j'ai lu uniquement ces 2-là et je sais qu'ils sont pas forcément représentatifs du potentiel de cet auteur. Donc ça fait un moment que je vous dis qu'il faut que je me lance dans la découverte de cet auteur avec un titre qui est une formidable porte d'entrée justement dans son univers. Sauf que, à force d'en parler et de me dire que je vais bientôt me lancer, je vous avoue que je ne sais plus de quoi parle Warbreaker. Je sais juste que c'est un tome unique qui introduit parfaitement tout ce que Brandon Sanderson a pu créer dans son univers. Donc je l'ai toujours pas lu. Ensuite, j'ai reçu un service presse, c'est Cérémonie d'orage de Julia Armfield. Je l'ai reçu grâce à une masse critique sur Babelio et celui-ci, je l'ai déjà lu et je vous en ai parlé dans mes lectures de février. C'est un roman de fiction avec une pointe de dystopie. On va suivre 3 sœurs qui ne s'entendent pas bien. Elles représentent parfaitement la famille dysfonctionnelle et elles vont devoir se rapprocher suite au décès de leur père. Et si je vous dis que c'est de la dystopie, c'est parce que ça se passe à Londres et Londres, depuis plusieurs années, se retrouve lentement mais sûrement englouti par les eaux, puisqu'il n'arrête pas de pleuvoir. Il pleut sans arrêt et à force, l'eau finit par monter. Donc tout ça se passe dans une capitale sous les eaux. Et ça a clairement son importance dans l'intrigue. Ensuite, pour les meilleures lectures de mes booktubeuses préférées, toujours, j'ai trouvé en occasion, là aussi pour vraiment pas grand chose, j'étais très contente, le 1er tome de Journal d'un assassin de Martha Wells. Ça fait un moment que je le vois passer, en anglais mais aussi en français et que je me dis que ça m'intrigue, mais ça ne passe jamais le stade du radar. Ça reste en mode
je suis curieuse de voir ce que c'est, mais je me lance pas à forcément le rajouter dans ma pile à lire et à le chercher soit à la médiathèque, soit en occasion. Mais cette année, je vais enfin me lancer, je vais découvrir cette série. Je crois que le tome 7 vient de sortir en français, ou alors il va pas tarder à sortir. Ici c'est le tome 1, c'est assez court, et je crois que les autres font la même taille, il fait 120 pages, 122 pages. Je pense que ça peut se lire vite, même si c'est quand même bien rempli. Ça m'a l'air très intriguant puisqu'ici on est dans une série de science-fiction. Je sais pas encore à quel point ça va être de la SF, mais ça m'intrigue pas mal puisque ici on va suivre un robot qui est censé assurer la sécurité de la société humaine, sauf que lui, il ne veut que s'installer devant sa télé et regarder la télé-réalité. Ça a l'air assez drôle et je pense que ça va soulever des questions existentielles. D'ailleurs, on nous dit sur la 4e de couverture, entre autres, que Martha Wells signe avec cette série un récit tout en ironie et en sensibilité sur l'éveil à la conscience et l'exercice du libre arbitre. Ça me ferait donc potentiellement commencer une nouvelle série, mais vu l'épaisseur des tomes, je pense que ça peut valoir le coup. D'autant plus que ça risque vachement de me plaire finalement. On repasse sur du numérique avec The 7 Years Sleep de Ashley Polston, et celui-ci je l'ai déjà lu. Là aussi, Best of Booktube 2024, et celui-ci il a été lu pendant le premier épisode, donc le vlog est disponible et je vous mets le lien juste ici. Ici on part sur une romance avec une pointe de fantastique puisqu'on va suivre notre personnage principal, Clémentine, qui vient d'hériter de l'appartement de sa tante qui a des pouvoirs un petit peu magiques, et elle va s'en rendre compte assez rapidement puisque très peu de temps après son emménagement, elle va se retrouver parachutée 7 ans auparavant. Et il se trouve que 7 ans auparavant, la tante de Clémentine avait sous-loué son appartement, donc elle va rencontrer quelqu'un qui vit là, mais qui vit là il y a 7 ans en arrière. Et donc on se doute bien que c'est le love interest de ce roman. C'était une lecture vraiment très sympa que je vous recommande. Ok, le prochain titre, ça fait un moment que je veux le lire, que je suis très curieuse. Là aussi, je l'ai pris dans le cadre du Best of Booktube, mais en soi, il était déjà dans ma pile à lire depuis un moment, enfin dans mon radar parce que je ne l'avais pas encore acheté. C'est un livre en VO qui est assez court, qui m'intrigue beaucoup et j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Pour tout vous dire, je me réfrène parce que je sais que je vais pas le lire tout de suite puisqu'il va faire partie d'un vlog Best of Booktube et que la thématique, je l'ai pas encore prévue pour tout de suite. Mais bon, du coup, si vous votez pour celui-là, il sera lu rapidement. C'est Bloom de Delilah S. Dawson. La couverture est magnifique. Là aussi, je l'ai pris en hardback juste pour la couverture parce qu'en soi, il est disponible en paperback. Mais j'aime pas du tout la couverture, moi je voulais celui-ci. Donc là aussi j'ai eu un petit peu de mal à le trouver, mais je l'ai enfin entre mes mains. Et je sais juste que dans ce roman qui fait 200 pages, on va suivre une histoire d'amour entre deux femmes. Sauf que ce livre, c'est de l'horreur. Donc j'ai extrêmement hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette relation pour que ce soit de l'horreur. Et apparemment c'est assez... Je sais pas si c'est violent, mais c'est assez dégueulasse. Et j'aime ça. Et j'ai eu énormément de mal à le trouver. Je crois que je l'ai finalement trouvé sur Momox. Et j'en ai profité pour acheter un autre titre que j'avais du mal à trouver, dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Mais c'est Alex de la chaîne Alexandra Rosenfeld, je sais plus son nom de famille. Elle en a parlé, ça fait partie de ses meilleures lectures de 2024. C'est une booktubeuse que j'ai pas inclus dans ma vidéo, dans ma série des best-of, parce qu'elle a sorti sa vidéo assez tard. Bref, là aussi c'est de l'horreur, là aussi c'est en VO, c'est When Ghosts Call Us Home, de Katia de Becerra. C'est de l'horreur, c'est une histoire de fantôme et c'est du young adulte il me semble. Et en fait quand elle en a parlé, elle m'a tout de suite donné envie de le découvrir. Il me semble que dans celui-ci, on va suivre donc des ados qui vont décider de tourner un film d'horreur amateur. Et apparemment, ça va faire un tabac et on va retrouver les personnages quelques années plus tard alors qu'il se passe des choses atroces dans leur vie. Donc ça m'a l'air très intriguant. Par contre, c'est écrit vraiment tout petit. Je sais pas si vous allez voir si ça fait le focus, mais c'est vraiment écrit extrêmement petit. Et ça m'inquiète un petit peu parce que quand c'est écrit vraiment petit à ce point-là, moi je commence à me faire vieille, faut faire attention aux yeux. Et enfin les deux derniers titres du mois de janvier, là aussi je les ai trouvés en occasion dans le Easy Cash de ma ville. J'étais tout simplement partie voir s'ils avaient des choses intéressantes, à savoir que je n'ai presque jamais rien trouvé chez eux qui m'intéressait. Leur rayon fantasy c'est 3 fois rien et c'est surtout de la romance et de la fiction littérature française. Mais cette fois-ci j'ai trouvé deux petites pépites. Le premier c'est Un étranger en Hollande
de Sofia Samatar qui est sorti aux éditions Argile il y a peut-être 1 an ou 2. Et déjà à l'époque de sa sortie, il m'intéressait, mais là c'est pareil, il était resté au stade du radar. Il n'est pas passé plus haut dans la wishlist ou dans la pile à lire. Mais ça y est, je l'ai entre mes mains. Il est donc officiellement dans ma pile à lire. Et celui-ci, je crois que je l'avais eu pour 4 ou 5 euros. Donc extrêmement contente parce qu'il est vraiment en super bon état. Et alors je sais juste ici... Oh super, il y a... J'avais pas fait attention, mais il y a le marque-page à l'intérieur. Oh, il est trop beau. Bref, je disais que dans celui-ci, je sais juste qu'on est dans de la fantaisie orientale. Et franchement, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus avant de me plonger dans cette lecture. Celui-ci, j'ai bien envie de le lire dans le cadre d'un vlog où je lis de la fantaisie orientale justement. Et c'est un vlog que j'ai envie de faire qui sera étalé dans le temps. Donc même si vous votez pour celui-ci et que je le lis assez rapidement, je pense que je vais pas pouvoir vous en faire une critique tout de suite parce que j'ai envie de lire ce titre et d'autres de façon donc étalée dans le temps, et ce sera un vlog qui sortira peut-être cet été ou cet automne, je sais pas encore. J'ai encore jamais lu cette autrice, mais c'est écrit à la fin de la 4e de couverture que Sofia Samatar est une autrice américano-somalienne née en 1971. Son premier roman, Un étranger en Haut-Londres, a été récompensé par les plus prestigieux prix anglo-saxons, le World Fantasy Award, le British Fantasy Award, et figure dans la liste des 100 meilleurs romans de fantasy à lire, selon le très réputé journal The Time. Mais surtout, il est une formidable ode à la plus séduisante des magies, celle des livres. Forcément, avec les prix qu'il a reçus et avec le fait qu'il fait partie des 100 meilleures fantasy à lire, c'est très intriguant. Et enfin, le deuxième titre que j'ai acheté dans mon Easy Cash, que pareil, j'ai eu pour vraiment pas cher, je crois qu'il était à 3 €, c'est Bride de Ali Hazelwood. Et ça tombait très bien puisque c'était la lecture de février avec le Music and Books Challenge. Donc celui-ci, je l'ai déjà lu. Et c'est de la romantasy, romance paranormale, romance dans un monde de fantasy, fantastique. Bref, une romance entre une vampire et un loup-garou. Et oui, je l'ai lu. Ça fait vraiment pas partie de mes genres de lecture favoris, loin de là. La romance en général j'y vais avec parcimonie et je me rends compte que j'aime plutôt ce qui est adulte et réfléchi avec des personnages assez mûrs. Et là c'était pas du tout le cas. Mais je suis contente de l'avoir eu, au moins je sais à quoi m'en tenir. Je me rends compte maintenant que sur les 14 titres que j'ai acquis au mois de janvier, j'en ai lu la moitié. Certes, j'en ai lu la moitié sur janvier, février et une partie de mars, mais j'en ai lu la moitié. Et on va passer tout de suite au livre que j'ai acquis en février. Et là ça va être beaucoup plus rapide puisqu'il y en a moitié moins, il y en a 7 et j'en ai déjà lu plusieurs ici aussi. Le premier c'était Isola, un roman historique écrit par Allegra Goodman et c'était le Resist Book Club du mois de février. Donc celui-ci aussi je l'ai déjà lu. Je l'ai acheté en version numérique et donc en VO puisqu'il n'existe qu'en anglais pour le moment. Et c'est d'ailleurs assez frustrant puisque c'est un roman historique inspiré de faits réels et qui se passe en France. On y suit une jeune orpheline richissime mais dont l'héritage est assuré et géré par quelqu'un de sa famille qui est assez vénal, qui est très attiré par l'argent. Donc forcément ça va assez mal se passer, à tel point qu'il va finir par l'abandonner sur une île déserte sur le fleuve Saint-Laurent au Canada. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme depuis son enfance jusqu'à ce moment où elle est abandonnée, comment elle fait pour survivre, comment elle fait pour s'en sortir et ce qui se passe après. Donc celui-ci je l'ai déjà lu. Ensuite pour les 3 autres titres que je vais vous présenter, là aussi j'ai fait une commande groupée pour la même raison que tout à l'heure, à savoir que ce sont des titres qui restent quand même assez populaires mais qu'on trouve pas forcément en rayon, donc j'ai dû faire une commande internet. Le premier est une sortie très récente donc j'aurais pu le trouver facilement, c'est How to End a Love Story de Yunling Kwang. Et oui, c'est une romance. Que voulez-vous, j'étais dans ma période Saint-Valentin, très curieuse de lire ce livre parce que il faisait partie du Resist Book Club de l'année dernière. Et de tous les échos que j'en ai eu, que ce soit en anglais ou en français, apparemment c'est pas fifou. Mais j'ai envie de savoir, en fait, j'ai envie de le lire et de me faire ma propre opinion. Je sais, c'est assez bizarre de se dire qu'on va lire un livre qui est pas forcément apprécié, mais en fait j'ai envie de savoir pourquoi. Si je me souviens bien ici, dans cette romance, on va suivre notre personnage principal, la femme, qui a perdu sa sœur il y a des années suite à un suicide. Elle s'est jetée sous les roues d'une voiture qui était conduite par un homme qui se trouve être notre love interest et la potentielle histoire d'amour se passe des années plus tard. Donc j'imagine qu'on va avoir 2 temporalités, qu'on va avoir une grosse thématique du deuil qui est explorée et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas apprécié. Je pense que le sujet est peut-être un peu trop fort
pour y apporter une romance, mais j'ai envie de me faire ma propre opinion. Et je suis aussi assez curieuse parce que l'autrice Yunling Kwang, c'est la scénariste des adaptations cinématographiques des romans d'Emily Henry. C'est noté ici qu'elle a écrit le scénario de People We Meet on Vacation et réalise actuellement Beach Read. Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Je me suis ensuite offert un petit classique qui faisait pas forcément partie de ma pile à lire des classiques, mais je pense que je vais l'ajouter. En fait, j'avais très peu entendu parler de ce roman jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu et si j'ai bien compris, c'est un roman gothique qui explore tout simplement le premier vampire de la littérature. Moi j'ai toujours cru que c'était Dracula et en fait non, c'est dans Carmilla qu'on retrouve la première notion de vampire. Donc forcément je suis très intriguée, d'autant plus que c'est un roman qui est assez court et il me semble qu'il va explorer une relation lesbienne. Et je sais que c'est la base de la réécriture de S.T. Gibson qui vient de sortir d'ailleurs en français, je sais plus le titre exact, je vais vous mettre la couverture ici. J'ai bien l'intention de le lire un jour, mais je veux d'abord me plonger dans la version originale si vous voulez, dans le chef-d'œuvre original qui est Carmilla. Très curieuse de voir ce que ça peut donner et je l'ai pris dans cette édition parce que je trouve la couverture absolument magnifique. Il y a plusieurs éditions et plusieurs couvertures qui sont disponibles mais je voulais absolument celle-là. Et enfin dans cette commande j'en ai profité pour ajouter une intégrale parce qu'à chaque fois je me dis faut que je commence à découvrir cette autrice. J'ai déjà une intégrale dans ma bibliothèque juste derrière, mais c'est un autre cycle et il faut que je découvre d'abord le premier cycle pour pouvoir comprendre quelque chose. Mais je n'ai pas ce premier cycle en ma possession, je pourrais l'emprunter à la médiathèque, mais j'ai un peu la flemme, nanani nanana. Vous voyez le genre, vous voyez les excuses que je me donne. Donc maintenant, j'ai plus d'excuses puisque j'ai acheté la première intégrale du premier cycle. Vous l'avez peut-être compris, je vais peut-être enfin découvrir Robin Hood avec la première époque de l'Assassin Royal. Donc dans cette intégrale ici, il y a les tomes 1, 2 et 3 de la première époque du premier cycle. Et c'est écrit tout petit. Voilà un peu un exemple. Donc forcément ici c'est un pavé, n'est-ce pas? Mais un pavé qui contient 3 tomes. Oh my god, il y a plus de 1100 pages. Ça va être une torture. Ça fait longtemps que j'hésite à enfin acquérir les premiers tomes de l'Assassin Royal parce que en soi je préfère les intégrales. J'adore ces couvertures façon peinture, vraiment j'adore. Et de toute façon dans ma bibliothèque juste ici, j'ai la première intégrale des Aventuriers de la Mer, donc dans le même format avec le même style de couverture. Je voulais rester forcément dans la même ambiance, dans le même format, mais je vous avoue que du fait que ce soit écrit tout petit, ça me freinait pas mal. Et aussi, cette série commence à être rééditée avec les tomes séparés, tome 1, tome 2, tome 3, avec des couvertures absolument magnifiques. Mais je me suis dit que niveau argent, ça allait pas forcément le faire pour moi d'acquérir à chaque fois les tomes séparés et que c'était beaucoup plus intelligent de prendre les formats en intégrale. Vous l'entendez peut-être mais il y a Ruby qui ronfle derrière, c'est très gênant pour moi. Bref, j'avoue que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps pour enfin acquérir les premiers tomes. Je crois qu'elle n'aime pas que je parle et qu'elle veut s'entendre ronfler. Mais bon, ça y est, j'ai enfin plus d'excuses pour découvrir Robin Hood. Allez, courage! On est presque à la fin de ce bouquin, il nous en reste 3. Et les 2 prochains, je vais vous les présenter ensemble puisque ce sont les 2 premiers tomes d'une trilogie. Vous le voyez peut-être venir parce que je vous en ai déjà parlé à la fois dans mes lectures de février mais aussi dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. J'ai enfin découvert Les Cités Divines de Robert Jackson Bennett. Donc avec le premier tome, La Cité des Marches, que j'avais emprunté à la médiathèque et je l'ai tellement aimé qu'il me le fallait dans ma bibliothèque et surtout il fallait absolument que j'achète le tome 2 et le tome 3 qui n'était pas encore sorti au moment où j'ai acheté le tome 2 mais maintenant il est disponible. Bref, j'ai donc les tomes 1 et 2 en hardback parce que forcément le paperback met 1000 ans à sortir et moi je peux pas attendre. Donc j'ai fait une exception à ce que je préfère parce qu'habituellement je préfère les paperbacks. Les hardbacks c'est plutôt pour les versions originales en fait, je me rends compte, en anglais. Mais bon, j'ai le tome 1 que j'ai déjà lu et le tome 2 que j'ai absolument envie de lire, genre là maintenant tout de suite. Donc je me réfrène parce que j'ai 2 lectures en cours et que je veux les terminer avant de me lancer dans celui-ci. Mais j'en peux plus d'attendre. Ici on est dans de la fantasy épique avec une très forte inspiration hindoue et nordique. J'avoue, c'est un melting pot assez bizarre mais ça rend super bien.
Et j'ai vraiment adoré le premier tome. Ça a été un coup de cœur phénoménal et je pense que de tout ce que j'ai lu depuis le début 2025, c'est clairement le meilleur livre que j'ai lu. Genre le plus gros des coups de cœur. J'ai très hâte de voir ce que peut donner le tome 2. Dans le tome 1, on suivait un personnage principal que j'ai beaucoup apprécié. Et je sais que dans ce tome 2, on va suivre un autre personnage principal qui était un personnage secondaire ici. Mais c'était un personnage secondaire que j'ai beaucoup apprécié aussi. Je suis assez intriguée de voir ce que ça va donner. C'est risqué, mais je pense que je vais beaucoup aimer. Et enfin, le dernier titre que j'ai à vous présenter dans ce book haul, c'est Le Passeur de Prospera de Justin Cronin. Justin Cronin. Vous faites comme vous voulez, moi je ne sais pas. Et c'est une lecture en cours. Je suis, je dirais aux 2/3. J'en suis à la page 423. En fait, c'est tout simplement notre lecture commune pour le Music and Books Challenge de mars. Et c'est donc l'un des 2 titres que je suis en train de lire en ce moment. Et ici, on est dans un roman dystopique, un peu science-fiction. C'est assez bizarre, j'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus encore. Mais il y a clairement des éléments de science-fiction. On y suit Proctor. Son job, c'est justement passeur. Il est l'un des passeurs de Prospera et il est chargé d'escorter les retraités jusqu'à l'embarcadère du ferry qui dépose les retraités à l'île de la Crèche. Sur cette île, les retraités sont régénérés et leurs souvenirs effacés. En fait, ils sont tout simplement remis à zéro, rebootés et un peu comme transférés dans un corps beaucoup plus jeune où ils sont ensuite renvoyés sur l'île de Prospera en tant que jeunes citoyens. Donc Proctor, il est tout simplement chargé de prendre ces personnes âgées, de les déposer au ferry et de les accompagner en fait. Sauf qu'au début du roman, il se trouve à devoir accompagner son propre père à l'embarcadère. Et son père lui révèle des choses un petit peu bizarres. Avant de devoir embarquer dans le ferry, son père lui dit « Le monde n'est pas le monde, tu n'es pas toi ». De là démarre l'intrigue de ce gros pavé des familles, il fait un petit peu plus de 600 pages. Et j'avoue que c'est très intriguant. J'ai hâte quand même d'arriver jusqu'à la fin et de savoir ce qu'il est vraiment de toute cette histoire parce que ça part un peu dans tous les sens. Bref, celui-ci, il est en cours de lecture. Ça y est, on est enfin arrivé à la fin de ce book haul. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif à l'écran de tous les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque en janvier et en février. Je vais vous griser ceux que j'ai déjà lus et donc ceux pour lesquels vous ne pouvez pas voter. Donc pour rappel, ceux pour lesquels vous pouvez voter qui sont rentrés au mois de janvier dans ma pile à lire, il y a The Wedding People, le 4e et dernier tome du livre d'Ether banni, Fureur. Il y a Warbreaker, le journal d'un assassin, tome 1, Bloom, When Ghosts Call Us Home, un étranger en Haut-Londres. Et au mois de février, vous pourriez toujours voter pour How to End a Love Story, Carmilla, la première intégrale de la première époque de l'Assassin Royal. D'ailleurs, je précise, vu que c'est une intégrale qui contient 3 tomes, si vous votez pour celui-ci, dites-moi si vous voulez que je lise uniquement le tome 1 ou si vous voulez que je lise l'entièreté de l'intégrale, donc les 3 tomes. Et enfin, le tome 2 des Cités Divines de Robert Jackson Bennett, La Cité des Lames. Donc n'hésitez pas à glisser dans les commentaires le livre pour lequel vous votez et vous avez une semaine à partir du jour où cette vidéo est sortie. Donc vous avez jusqu'au 22 mars pour voter. Et moi j'aurai jusqu'au prochain book haul, donc dans 2 mois, pour pouvoir lire le titre choisi. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mais que pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas voter, vous pouvez toujours me laisser un emoji bateau en l'honneur du passeur de Prospera. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui est déjà prévue. C'est le 2e épisode des meilleures lectures du Booktube. Donc à la semaine prochaine, samedi 10 h. Bye bye!